Oh, ça va? Salut tout le monde, aujourd'hui revue de presse sur le Canard réfractaire comme chaque semaine. Bon, d'habitude c'est le dimanche, mais là, vu qu'il y a le financement historique du Canard qui arrive, forcément ça prend un peu de retard. Donc ce qui devait arriver dimanche arrive maintenant, mais c'est pas le plus mal, comme ça on va pouvoir parler des élections régionales. Si tu sais, des élections ce week-end dernier, là il y a eu du premier tour des régionales et personne n'est allé voter quoi. Personne n'a allé voter. Il y a eu 66% d'abstention, un record absolu qui dépasse les 58% des dernières élections municipales. Mais le plus intéressant, c'est que 13% des jeunes seulement sont allés voter contre 60% des plus de 70 ans. À Paris, on remarque que les quartiers les plus riches, c'est ceux qui avaient voté Macron en 2017, et ce sont ceux-là aussi qui se sont le plus mobilisés pour les régionales. Ce qui veut dire que la France qui est allée voter dimanche, grosso merdo, c'est la vieille France fortunée. Ce qui explique notamment le très faible score de LV, de la France Insoumise ou du Front National, qui ont un électorat soit basé sur des ouvriers, soit basé sur des bobos urbains, mais plutôt jeunes. Ce qui explique aussi le très bon résultat des Républicains, parce que eux, ils ont un électorat de vieux fortunés. D'où le paradoxe qu'aujourd'hui, on explique le résultat des gens avec l'abstention et pas avec le score réel qu'ils ont fait. Mais la grande leçon à retenir, le petit truc savoureux de ces élections, c'est que le parti présidentiel, qui est le parti bourgeois par excellence, qui est le parti qui avait réussi à mobiliser un maximum les vieux et les fortunés pendant l'élection présidentielle de 2017. Ce parti-là a fait 10%. Dans une élection où il n'y a que l'électorat normalement d'Emmanuel Macron qui s'est déplacé, le parti présidentiel a fait 10%. Alors qu'ils auraient dû faire 30 ou 40% normalement. Du coup, ça devient logique, tu vois, toute la dragouille obscène que Macron fait aux jeunes avec McFly, Carlito, avec Mbappé, avec les matchs de foot, etc. C'est juste que le gars se rend compte qu'il est en train de s'effondrer et qu'il a perdu tout son électorat. Du coup, il est en train de mendier des jeunes qui vont peut-être pas suffisamment s'intéresser à la politique et être suffisamment impressionnés par 2-3 tours de pirouette pour qu'ils puissent avoir leur vote. La grande question, comme Thomas Babord dirait, c'est quelle est la légitimité d'un gouvernement qui fait 10% parmi les 30% de votants? Elle n'existe pas en fait. Mais là où je les trouve forts, la Macronie, c'est qu'ils font le spectacle de la démocratie sans en assumer aucune des conséquences. Il y a une consultation via les cahiers de doléances, mais ces cahiers sont mis au placard. Il y a un grand débat qui passe à la télé, etc. Mais en fait, ce n'est qu'un moyen pour Macron de faire campagne. Il y a la Convention citoyenne pour le climat qui marche bien, qui produit des propositions, mais ces propositions sont totalement trahies par une armée de macronistes qui font juste les Playmobil. Donc le pouvoir chouine sur une situation dont il est la cause. Non mais quand je vous dis qu'il reste plus rien dans la Macronie, qu'ils sont misérables et que tout ce qu'on voit c'est le spectacle de leur merditude et de leur dépassement total, c'est pas pour rien, tout colle à cette hypothèse. La Macronie est en train de s'effondrer et on en a encore la preuve. D'ailleurs, ces incompétents qui ont été incapables de gérer la crise du Covid, avec le maître Macron, tu sais, qui prenait toutes les décisions, ils ont été aussi incapables de gérer une élection régionale. Ils ont tout délégué à une entreprise privée qui a bâclé la distribution avec de très nombreuses alertes qui ont été données avant et pendant l'élection. C'est l'incompétence au sommet de la Macronie. Bref, ceux qui ont vraiment gagné les élections, c'est pas l'abstention, enfin tu dis pas toute la réalité quand tu dis ça. Ceux qui ont gagné les élections, en vrai, c'est l'esprit des Gilets jaunes. L'esprit des Gilets jaunes dans toutes leurs conséquences et parfois dans toutes leurs contradictions. C'est oui, il y a une contestation, mais il n'y a pas de trucs qui viennent se proposer, qui viennent se remplacer, tu vois, c'est une révolte sans révolution. Mais ça montre bien qu'il y a encore en France un dégagisme fort qui est ancré pour le long terme, et parmi ces 30% et quelques là, t'as aussi des personnes qui ont un vote contestataire. Du coup, t'as combien véritablement de personnes qui invalident le système en place? Quoi, 80%, quelque chose comme ça? Ça veut dire qu'il y a 80% de gens en France qui sont hors de contrôle et qui sont totalement insaisissables pour le pouvoir en place. Ça veut dire que on peut transformer le dégagisme, la colère, en révolution. Mais s'il n'y avait pas de dégagisme, s'il n'y avait pas de colère, et qu'il y avait juste une acceptation consensuelle du pouvoir, c'est là où il faudrait s'inquiéter. Là, on a les symptômes de quelque chose qui peut être le prémisse d'une belle révolte comme on les aime. Du coup, ouais, c'est sûr, la situation, elle n'est pas géniale, mais il y a de quoi la transformer en quelque chose de beau. Mais bon, en attendant la révolution, tu as la Macronie qui est partie en chasse contre les pauvres.
Déjà avec l'aide aux handicapés qui est annexée au salaire du conjoint, ce qui met les personnes touchant l'AAH en situation de totale dépendance et d'infantilisation. Du coup, à l'Assemblée, il y a eu l'occasion de proposer une aide indépendante à celle du conjoint, ce qui est le minimum, suite à une pétition adressée au Sénat. L'ensemble de l'opposition parlementaire était pour, et les rangs de la Macronie qui s'y opposaient se fracturaient. La ministre finira même par dire, pour vous dire, que la proposition était impossible à cause de problèmes informatique. Mais ce qui est rigolo, c'est que le prélèvement à la source, qui était une galère, a été mis en place sans difficulté, et que la réforme retraite qui était prévue, que personne ne comprenait, que le texte était totalement imbuvable, enfin un vrai scandale, ben ce truc-là ne posait pas de problème aussi informatiquement. L'informatique pose problème quand il faut donner plus d'argent aux pauvres. C'est étrange, hein? Pour éviter la fracture, le gouvernement a décidé de faire ce qu'on appelle un vote bloqué. C'est-à-dire qu'ils choisissent eux-mêmes les amendements qui seront votés et la loi va devoir être validée en bloc. Les amendements qui ne sont pas choisis vont pouvoir être débattus, mais pas votés. Bienvenue en 5ème République, les amis. Ah, la démocratie. D'après les médias et certains politiques, elle est mise en danger par l'abstention des pauvres, par la négligence, la déresponsabilité des pauvres. Par contre, l'arrogance des riches qui détruisent notre modèle social, ça c'est pas grave, hein, et qui usent de la 5ème République pour faire tous les travers possibles, ça c'est pas analysé, quoi. C'est bizarre quand même, hein. Y a pas un petit angle mort dans leur vision quand même? Après, il faut peut-être prendre au sérieux les problèmes informatiques, parce qu'en début janvier, avec la réforme des APL, il y a eu de très nombreux problèmes en série qui ont été rapportés par Mediapart et qui concernent forcément les plus pauvres d'entre nous. Tout ça à cause d'un nouveau logiciel qui a été mis en place, qui ne répond pas du tout aux exigences, qui a plein de problèmes, et les agents et techniciens de la CAF n'ont pas accès à ce nouveau logiciel, ce qui les condamne à répéter le même processus en espérant que ça fonctionne. En tout, ce sont 150 000 personnes qui n'ont pas eu leur versement qu'il leur est dû. Et ça, pleinement ou partiellement. Du coup, les gens de la CAF qui passent plus de temps sur leur ordinateur qu'avant passent du coup moins de temps à accueillir les gens. Et les gens qu'ils accueillent, il faut leur dire, écoutez les gars, vous avez un problème, vous n'allez pas percevoir de RSA pendant 10 semaines. Ça crée des petites situations conflictuelles, hein. Et évidemment, il faut bien se rendre compte, hein, de ce que c'est 100 balles, 200 balles, 500 balles pour des personnes qui touchent l'équivalent du RSA. Ça veut dire, très concrètement, pour des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, qu'ils ont dû choisir entre payer le loyer et payer la bouffe. Ils ne parlent pas souvent de ça, la Macronie et compagnie, mais il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est la misère, de ce que ça produit dans les chairs, dans les têtes. C'est quelque chose qui est juste... Tu sais peut-être ce que c'est, si tu sais pas, tant mieux, mais c'est quelque chose qui est très violent, angoissant et qui te happe. Et c'est ça le véritable bilan d'Emmanuel Macron. C'est ça qu'il va falloir répéter des mois et des mois là, pour ces élections présidentielles, qu'importe ton candidat ou quoi, mais c'est la misère que ce type-là a créée. Et la misère qui a transformé la vie des gens profondément et qui l'a brisée, quoi. La vraie violence, c'est la violence sociale. Sinon, la réforme chômage qui devait avoir comme objectif de fliquer encore plus les chômeurs pour justifier des radiations, donc faire sombrer des gens dans la misère, mais ça c'est pas grave parce que ça fait diminuer artificiellement certes les chiffres du chômage, mais suffisamment pour s'en vanter sur les plateaux télé et se faire réélire, enfin ça c'est le plan de Macron, enfin bref, toute cette réforme-là a été invalidée encore une fois par le Conseil d'État. C'est malheureux, hein, mais c'est notre dernier rempart qu'on a avec le Conseil constitutionnel, pour vous dire où on en est, contre la réforme de la Macronie. Et cette défense-là, elle marche pour une chose, c'est qu'ils font tellement salement le boulot de législateurs que leur projet est retoqué par les institutions qui sont normalement sous leur influence, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement minables, leurs travaux, que même leurs copains sont obligés de leur dire non. Ce qui montre bien, en plus, que les techniciens qu'on a au pouvoir, en plus d'être totalement déconnectés de la réalité, sont en plus profondément incompétents. C'est vraiment la pire combinaison possible qui est en train de nous gouverner aujourd'hui. Et parmi les pauvres que la Macronie réprime, tu as une petite proportion qui sont les teufeurs, et qui, eux, sont aussi réprimés salement. Donc tu as 1500 jeunes qui dansent après des mois de restrictions. Et ce qu'a fait le préfet, c'est balancer de la lacrymo pour rendre la situation incontrôlable, balancer des grenades pour que dans le lot tu en aies un qui perde sa main, et ils ont détruit tout le matos sonore. Comme ça excite tout le monde, ça renforce les violences, les gens ne partent pas, ils ne font que se déplacer dans le champ d'à côté, et du coup, la fête a quand même eu lieu. Donc à partir de rien, les autorités ont créé une situation de violence qui n'a servi à rien, qui n'avait aucun sens, et qui a juste créé des blessés du côté des gendarmes et du côté des manifestants. Le préfet, qui est sous la responsabilité, sous la nomination du gouvernement, n'oublie pas,
Ce préfet-là s'est quand même dit que pour lutter contre la marginalité, on allait envoyer des centaines de flics, des gaz lacrymaux et des grenades. Et étonnamment, ça n'a pas marché. On se demande pourquoi. Et puisqu'il faut bien trouver une réponse à ce qui n'a aucun sens, du coup, je me pose une question. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de créer à partir de rien des situations de conflit pour montrer à quel point il peut faire usage de la force et à quel point il est ferme face à la marginalité? Est-ce qu'il n'est pas en train d'arracher des mains des jeunes et de tuer des jeunes simplement pour des raisons électorales et pour aller draguer les gens qui voteraient FN? Pour aller sur le terrain de la sécurité et pas sur le terrain social, ni démocratique, ni écologique. Est-ce que tous les drames qu'on est en train de voir, c'est juste pour des raisons électorales? Et ce qui est vicieux, c'est que le gouvernement, alors qu'il est responsable de ce qui s'est passé, va chouiner auprès des policiers en disant « Oui, c'est inacceptable, les policiers qui se font attaquer, machin, machin. » Mais les gars, c'est de votre faute. Et les syndicats de police font comme si c'était pas ça, quoi. Ils évincent totalement la question politique parce qu'eux aussi sont corrompus. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'après Steve et les Gilets jaunes, le ministère de l'Intérieur a recruté des communicants pour sa police et sa gendarmerie. Ça, c'est le Canard enchaîné qui nous apprenait ça. Des communicants qui viennent s'ajouter aux 400 agents qui s'occupent de polir l'image du ministère. Rien ne change dans le fond, c'est juste le spectacle qui se renforce. Sur les plateaux télé, le seul effort de ces faux journalistes payés par des milliardaires, c'est d'inviter la porte-parole de la gendarmerie. Une militaire qui doit donc partager la parole de ses supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire la Macronie. Cette personne-là n'est pas là pour dire la vérité et pourtant on l'écoute comme si elle le faisait. Ces supérieurs hiérarchiques, qu'on soit d'accord, ce sont les mêmes qui avaient déjà outrageusement menti dans l'affaire de Steve pour protéger le gouvernement. Il n'y a que quelques journalistes comme Clément Lalo qui osent aller voir ce qui se passe avec ses caméras pour publier ça dans les réseaux sociaux. Et c'est précisément ce type-là que les gendarmes visent avec leur flashball. Ils ont même tiré dessus. Ni justice, ni journaliste, vous n'aurez le droit à la télé qu'au porte-parole de la gendarmerie. Voilà. Vive la Macronie. Et au même moment, dans une espèce de coïncidence un peu cynique, tu as eu les avancées de l'enquête sur Steve, qui est mort du coup par la police il y a 2 ans dans la Loire. L'enquête vient confirmer que Steve est bien retombé en fait dans la Loire suite à la charge de la police, quoi. Ce qui ouvre la voie à la reconnaissance peut-être de responsabilité. Du coup, tu as quelques responsables qui ont été auditionnés et convoqués, ce qui peut mener à des mises en examen ou en tout cas à des statuts de témoins assistés, voilà. Peut-être, on verra bien si ça avance comme l'affaire Benalla. 2 ans, quoi. Alors on a l'habitude, tu me diras avec la justice, que ça prenne 3 plombes, mais c'est pas normal. C'est pas normal que ça prenne 3 plombes, et ça aussi, encore une fois, c'est la conséquence de décisions politiques. Le Diplo a fait un papier là-dessus il n'y a pas longtemps. Si vous voulez, pour faire simple, mais il y a l'article en description évidemment, la justice c'est comme les hôpitaux. Il n'y a jamais assez d'argent pour que ça fonctionne correctement et tout repose sur le surinvestissement du personnel. Sauf que pendant ce temps-là, les gens attendent des années pour qu'une décision soit prise, particulièrement dans les affaires non médiatisées, qui n'ont pas des super avocats, tout ce que tu veux, ce qui fait que ça concerne tout le monde en fait. Ça concerne les gens. La justice pour les gens, ça n'existe plus aujourd'hui en France. L'enjeu pour la justice, ce n'est plus de comprendre une situation pour faire un jugement qui est juste. Non, l'enjeu c'est de faire en sorte que les affaires soient conclues le plus rapidement possible. C'est tout. On a donc à la fois un système qui est lent et qui est bâclé. Là encore une fois, c'est la pire combinaison possible. De nouveaux services informatisés ont été installés pour permettre à un magistrat de brasser une quantité immense de travail au prix de la surcharge, d'une automatisation et surtout d'un dépassement de leur rôle, remplaçant presque celui des juges. Le problème, les magistrats du siège sont dépendants du ministère de la Justice, laissant planer l'évident conflit d'intérêts. Et là-dedans, ils ont placé des mots, mais... des mots qui... Il faut vraiment entendre ces trucs-là comme des gros mots, tu vois. Donc, je lis. Il faut tuer le temps mort judiciaire. Il faut faire des évaluations permanentes. Il faut renforcer la vitesse du processus. Il faut améliorer les performances avec une politique du chiffre, optimiser le budget, le tout en mode projet avec des statistiques permanentes. Ils sont en train, en plus d'industrialiser la justice, ils sont en train de la start-upper. La justice, c'est pas une entreprise. Et quand t'es rendu à faire ça, c'est vraiment que ta vision politique, elle ne vaut rien. Au final, le parquet traite 3 fois plus d'affaires que d'habitude. Les comparutions immédiates ont augmenté par 2,5 et les plaidés coupables qui permettent de se passer de procès, ça a été multiplié par 9.
sans compter les tribunaux qui disparaissent, laissant les ruraux loin de toute possibilité de faire appel à la justice. Ou alors il faut faire 3 heures de route. La question étant, où est la justice là-dedans? Donc c'est quoi leur définition de la République en réalité à ces gens-là? La République, pour eux, c'est l'ordre, la force, les gendarmes, la police et toutes ces conneries-là. Ça va pas plus loin que ça. Ce qui est totalement à l'opposé de la réelle définition en France, qui est une définition de République sociale et surtout une définition de la République qui est un ordre qui est consenti parce qu'il est juste et parce qu'il est organisé avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Ça veut dire que ces gens-là, en réalité, sont profondément anti-républicains. Ils sont seulement autoritaires. Mais les autoritaristes, pour se cacher, pour se draper de bonne conscience, ils sont obligés, ils sont contraints de dire que non, on n'est pas autoritariste, pas du tout. On est républicain. C'est juste qu'on n'a pas la même vision de la République. Non, c'est juste qu'ils se foutent de ta gueule. Au Pérou, il y a eu une élection présidentielle et le candidat de la gauche latino-américaine, Castillo, l'emporte d'une très mince avance face à sa rivale Fujimori, malgré l'appui pour cette dernière des médias, des États-Unis et d'anciens généraux qui ont fait une lettre de menace de coup d'État. Bref, tout est disponible sur l'excellentissime et l'indispensable chaîne de Romain Migus, notre spécialiste national d'Amérique latine. N'hésite pas à t'abonner sur sa chaîne pour lui donner de la force et pour l'obliger à acheter un vrai boîtier vidéo et un vrai micro, comme ça ce sera encore mieux. Et c'est là-dessus qu'on termine cette belle vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a été utile en tout cas, que tu as pu comprendre certaines choses. N'hésite pas à utiliser cette vidéo pour l'envoyer à des amis, pour essayer de les politiser. Normalement, on essaye que ce soit à peu près abordable, qu'importe un peu ton opinion politique. Bon, sauf les macronistes, mais bon, c'est de bonne guerre. Et comme je le disais, on va lancer un financement participatif, si tout va bien. On annonce les trucs en fin de semaine, si tout va bien. Et ça va être un financement participatif qui va être à la fois très important pour nous et qui va être lancé un peu au pire des moments, c'est-à-dire juste avant l'été, quand les gens vont partir en vacances. Bon, évidemment, si on le fait maintenant, c'est qu'il y a des raisons, on n'a pas le choix. Mais du coup, si tu aimes ce qu'on fait, lorsqu'on va lancer le financement, on a vraiment besoin que ce truc-là soit partagé un maximum et le plus rapidement possible pour que les gens qui ont la chance de partir en vacances puissent avoir cette information avant qu'ils partent et qu'ils puissent donner un peu de sous au canard pour nous donner de la force et pour qu'on soit fin prêt pour attaquer la rentrée politique en septembre qui s'annonce pour la France historique. Mais ça, on en parlera du coup ce week-end si tout se passe bien. En attendant, prenez soin de vous et on va se quitter avec une petite annonce de notre ami Alexandre Duclos. Salut tout le monde. Le 26 juin à 21 h, on se retrouve sur le Discord du Canard Réfractaire pour parler un petit peu ensemble de solitude. Alors la solitude, telle qu'on peut la vivre, en bénéficier, en souffrir dans notre société actuelle. Et on verra ensemble que, comme un certain nombre de questions, de problèmes, c'est une question mal posée. C'est une question mal posée dans l'espace public et donc à cause de ça, on n'arrive pas à réellement la penser. Vous voyez, c'est un petit peu comme cette affaire d'insécurité, avec une insécurité qui décroît, une société de plus en plus sécuritaire, une vie de plus en plus sécurisée et un sentiment d'insécurité qui croît. De la même manière, on va voir qu'il y a un sentiment de solitude, d'isolement, un isolement relationnel qui croît, alors qu'on est une société dans laquelle on est de plus en plus nombreux, de plus en plus entassés les uns sur les autres, de plus en plus sollicités, et qu'il est de plus en plus difficile de bénéficier d'un peu de solitude. Voilà, alors on va réfléchir à ça. On va essayer de bien se poser la question. Allez, salut tes joies et au samedi 26. Quack.